Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP. Nous allons dans le cadre de cette vidéo revenir sur l'épreuve de droit civil telle qu'elle a été proposée lors de l'examen du CRFPA 2021. Il s'agit dans le cadre de cette vidéo de vous proposer des éléments de correction et non pas de vous proposer un corrigé détaillé qui lui est réservé à nos étudiants dans le cadre d'un cours sur lequel nous allons revenir en détail sur tous les aspects du cas pratique de droit civil en 2021. Disons-le tout de suite, le cas pratique 2021 était un cas pratique très difficile. C'était un cas difficile, notamment par rapport aux autres années. D'une part, sur le fond, le cas pratique abordait des points extrêmement techniques, des points relativement difficiles, notamment en ce qui concerne la première question, qui portait sur les régimes matrimoniaux et sur le cautionnement. D'autre part, ce cas pratique était difficile dans la mesure où les faits étaient nombreux, ils étaient extrêmement complexes et il y avait aussi de nombreuses dates. Il ne fallait donc pas ici se perdre dans la chronologie des différents événements. Je pense notamment à la question des régimes matrimoniaux. Aussi, le premier conseil que j'aurais pu vous donner sur ce type de cas pratique, c'est justement de vous faire une frise chronologique au moment de la lecture de l'énoncé pour remettre dans l'ordre les différents événements dans une suite chronologique. Qu'est-ce qu'il convenait de ne pas faire et qu'est-ce qu'il convenait de faire pour ce cas pratique 2021 ? Tout d'abord, ce qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'ici, la lecture du cas pratique pouvait tout d'abord effrayer. En effet, comme j'ai pu vous le dire, les faits étaient complexes et ils étaient surtout organisés de manière à essayer de vous embrouiller dans votre raisonnement. Donc ici, il fallait tout d'abord revenir finalement à la méthode. Deuxième difficulté, ce qu'il ne fallait pas faire également, c'était se précipiter dans la résolution. En effet, c'est une inquiétude qu'ont souvent les candidats, c'est face à la difficulté, face à la longueur, c'est de tout de suite se lancer dans la rédaction, de peur de ne pas terminer l'épreuve. Au contraire, ici, il fallait à nouveau appliquer la méthode et notamment cibler les difficultés. C'est le dernier point de ce qu'il ne fallait pas faire, c'était de ne pas cibler les difficultés. En effet, pour ce cas pratique, il y avait un travail de qualification. Travail de qualification auquel nous sommes habitués à l'ISP puisque c'est, d'un point de vue de la méthode, notre marque de fabrique. Nous insistons énormément dans nos cas pratiques, que ce soit en droit civil ou dans les autres matières, y compris en procédure civile, sur la question de la qualification. Vous l'avez compris, maintenant, qu'est-ce qu'il convenait de faire pour ce cas pratique ? Tout d'abord, il fallait lire de manière extrêmement attentive l'énoncé. J'irai plus loin. Il fallait lire également ce cas pratique de manière méthodique, en procédant à différentes lectures, à différents niveaux. Une lecture par exemple juridique pour identifier les problèmes de droit et une lecture un petit peu plus factuelle pour identifier les points de discussion au sein de ce cas pratique. Aussi, vous l'avez compris, la méthode pour un tel cas pratique est fondamentale, notamment ce travail de qualification. Passons maintenant aux différents points du cas pratique. Je vais donc vous donner des éléments de correction, les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, comme je vous le rappelle, c'est réservé à nos étudiants. Le cas pratique ici se divisait en 3 parties. Première partie qui concernait l'étendue du gage de Pierre Lucas. À n'en pas douter, il s'agissait de la question la plus délicate du cas pratique, et c'est d'ailleurs ce qui explique le barème, 8 points pour cette première question. Question qui concernait d'abord les régimes matrimoniaux, et ensuite, nous le verrons, sur l'étendue du droit de gage. Donc, question relative au régime matrimonial, donc il fallait tout d'abord, dans un premier temps, qualifier ce régime matrimonial, démontrer qu'en l'espèce,
il s'agissait d'appliquer le régime légal, le régime de la communauté d'accueil. C'était le premier temps. Dans un second temps, il fallait ensuite s'attacher à l'étendue du droit de gage, qui est attaché ici à la créance de Pierre Lucas. La créance est un élément du passif propre en application de l'article 1410 du Code civil. Cette dette, a priori, est donc personnelle à Louis Bourrenne. Aussi, il faut appliquer le régime de l'article suivant, de l'article 1411 du Code civil. Selon ce texte, les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et leurs revenus de leurs débiteurs. Néanmoins, ce même article, en son alinéa 2, pose une exception. En cas de confusion du mobilier propre, le droit de gage, dans cette hypothèse-là, a vocation à s'élargir. En conséquence, Pierre Lucas peut poursuivre le paiement de sa créance sur les biens propres de son débiteur ainsi que sur les biens communs. Dans un troisième temps et dans un dernier temps également, il faut donc préciser la nature propre ou commune des biens dont les époux sont propriétaires afin de déterminer ceux qui entrent dans ce droit de gage. Aussi, il fallait distinguer le studio de Bourges, la bergerie de Lozère et enfin les studios d'Orléans et de Tours. Tout d'abord, le studio de Bourges ne posait pas de difficulté dans la mesure où il s'agissait d'un bien propre de Louis Bourrenne, car reçu par succession. Pour la bergerie de Lozère, il fallait insister sur le fait qu'elle a pour origine une promesse unilatérale de vente avant le mariage, mais l'option a été levée ultérieurement. L'acquisition étant donc postérieure au mariage et financée par les revenus d'un des époux, il s'agit d'un bien commun selon l'article 1401 du Code civil et la jurisprudence. Enfin, pour le studio d'Orléans et le studio de Tours, l'achat s'est réalisé en cours de mariage. Mais l'épouse a employé ici une donation pour le financement. Il s'agit donc d'un bien propre. Néanmoins, pour que cela puisse constituer un bien propre, la loi pose une exigence de double déclaration imposée par l'article 1434 du Code civil. Reste la difficulté de l'hypothèque sur le studio tourangeau consenti sans le consentement d'un époux. Il s'agit, sous l'angle des régimes matrimoniaux, d'un dépassement de pouvoir qui peut être sanctionné par application de l'article 1127 du Code civil. Aussi, pour cette première partie, à l'issue du raisonnement, il convenait de réaliser une conclusion générale précisant de manière très nette les biens propres d'un côté et les biens communs de l'autre. En deuxième partie de ce cas pratique, il était question d'Antoine Santos et Jane Sala. Traditionnel. Ici, application de la méthode, il convenait tout d'abord de partir de la qualification de la situation juridique. Les époux ici sont mariés, sans contrat de mariage. Ils sont donc soumis au régime de la communauté d'accueil. Deux questions nous étaient posées. Tout d'abord, une première question relative au droit des biens qui portait sur la revendication des biens. Et une deuxième question, plus technique, plus difficile, qui portait, elle, sur les différents cautionnements qui avaient pu être souscrits. Tout d'abord, en ce qui concerne la revendication des biens. Également, il convenait ici d'appliquer la méthode classique, c'est une pure question de qualification juridique. Par principe, les plaques de cheminée, les bancs, le meuble bibliothèque sont en principe des biens meubles. Néanmoins,
C'est une question classique en droit des biens, néanmoins, il faut s'attarder sur la qualification d'immeuble par destination et spécifiquement par attache à perpétuelle demeure. Il en va ainsi des plaques de cheminée. En revanche, une telle qualification peut être exclue pour le banc. Néanmoins, est beaucoup plus incertaine ici la qualification de la bibliothèque, du meuble bibliothèque, qui lui est sujet à discussion. Or, l'intérêt de cette qualification juridique est que la chose vendue ne va pas se limiter à l'immeuble, mais englobera également, selon la qualification, les immeubles par destination. Deuxième temps de cette partie, les cautionnements souscrits. Toujours cette idée de partir de la qualification juridique. Ici, il y a deux actes distincts. Tout d'abord, il y a un acte de 2018 pour ce qui est d'Antoine Santos. Ensuite, il y a un acte de 2020 pour ce qui est de Jane Sala. Néanmoins, et la difficulté ici, c'est que ces deux actes distincts garantissent la même dette. De plus, autre difficulté, les époux sont soumis, comme nous l'avons démontré, au régime de la communauté d'acquet. Aussi, la réponse se trouve dans le texte de l'article 1415 du Code civil et de la jurisprudence. Dès lors, il s'agit en l'espèce de deux cautionnements distincts. Reprenons ces deux cautionnements maintenant. Premier point, l'appréciation du cautionnement d'Antoine Santos. La question est extrêmement classique sur ce point. Et la question qui était posée, c'était de savoir si l'engagement, le cautionnement, était ou non disproportionné. Il convenait donc ici d'envisager le caractère disproportionné du cautionnement et notamment les règles protectrices du Code de la consommation. On pouvait également envisager au sein de cette difficulté un autre fondement à travers le devoir de mise en garde. Pour ce qui est maintenant de l'appréciation du cautionnement de Jane Sala, la validité ici du cautionnement peut être discutée sur le fondement de l'erreur et, plus assurément, sur le fondement du dol. En effet, en l'occurrence, le cautionnement de Jane Sala a été obtenu tant par la réticence dolosive de la banque que par les manœuvres de son frère. Dernière partie du cas pratique de droit civil portait cette fois sur l'indivision. Deux questions se posaient. D'une part, sur l'entretien de l'immeuble, d'autre part, sur la promesse unilatérale de vente. Commençons tout d'abord par l'entretien de l'immeuble. Ici, il convenait d'insister sur le régime de l'usufruit, c'est-à-dire sur les articles 578 et suivants du Code civil, et plus spécifiquement sur la question de la charge des réparations. En effet, l'usufruitier a la charge des réparations d'entretien. Article 605 du Code civil. Les grosses réparations sont à la charge, à l'inverse, du nu propriétaire. Néanmoins, l'usufruitier peut en être tenu si elles ont été occasionnées par son défaut d'entretien, par un défaut d'entretien. En l'occurrence, en raison du défaut de l'entretien de l'immeuble par l'usufruitière, Haute-Garin, l'immeuble est en voie de dépérissement. Il y a donc ici une inexécution de ces obligations constitutives d'un abus de jouissance qui se traduit par le dépérissement de l'immeuble. Néanmoins, n'oublions pas les faits, n'oublions pas le cadre de l'affaire, l'objectif étant de respecter la volonté du père, des indivisaires, et de ne pas laisser Haute-Garin sans ressources, la solution serait de demander au juge non pas la déchéance de l'usufruit, mais sa conversion en rente viagère. Dernière difficulté du cas pratique portait sur la promesse unilatérale de vente. Il convenait dans un premier temps, toujours au titre de cette qualification,
de relever qu'il n'y avait pas de mandat en l'espèce. Une promesse unilatérale de vente constitue, pour le promettant, un acte de disposition. Dès lors, la conclusion nécessite l'unanimité des indivisaires. Toutefois, et c'était le point important, donc article 815-3 pour l'unanimité du Code civil, ici le point très important à relever, et il fallait vraiment aller jusqu'au bout du raisonnement, la sanction n'est pas la nullité de l'acte, mais son inopposabilité dans cette hypothèse-là. En conclusion, que peut-on dire de ce cas pratique 2021 ? Assurément, il s'agissait d'un cas pratique difficile. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit, mais difficile également par rapport aux années précédentes. Néanmoins, avec une méthode, et surtout une méthode de lecture du cas pratique, il était relativement facile de pouvoir déterminer les régimes juridiques qu'il convenait d'appliquer. Importance de la méthode. Néanmoins, il était également nécessaire d'avoir des connaissances extrêmement fines sur les régimes matrimoniaux, sur le cautionnement, et plus globalement ensuite en droit civil et notamment en droit des biens. J'en ai terminé avec ces éléments, ces pistes de réflexion, de correction de cette épreuve 2021 de droit civil. Je vous souhaite à tous bon courage pour votre préparation. Au revoir.